Ma présentation est basée sur le contenu d'un document. Ce document-là est né d'une collaboration entre le Centre Interaction et la Direction régionale de santé publique de Montréal. Il est destiné à toute organisation qui offre des services aux jeunes et plus particulièrement à ceux qui soutiennent la participation des jeunes dans leur organisation. Et il est produit à partir d'un ensemble d'écrits issus de la recherche, d'orientation d'organisations internationales et de politique publique. Donc, ce n'est pas un projet de recherche. Ensuite, je voulais vous parler... Oh, il faut que je parle là, j'imagine. Oh, attendez, voilà. Je voulais vous parler du contexte. Donc, pourquoi on a produit ce document-là? C'est dans le cadre du déploiement d'Air ouverte au Québec. Donc, Air ouverte, c'est né d'un programme de recherche d'intervention qui a été proposé en 2018 par le MES et la Fondation Graham Beck. Le but de ce programme-là, c'est de revoir la façon dont les services sont offerts aux jeunes de 12 à 25 ans. Et le modèle qui est proposé, c'est un modèle qui est inspiré d'Headspace en Australie, un réseau de services intégrés pour les jeunes. Le CIUS du Nord est un lieu de projet de démonstration. Il y a différents projets de démonstration au Québec. La Direction de santé publique donc, a collaboré avec le CIUS du Nord dans le déploiement d'Air ouverte sur son territoire. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ensuite, le sujet. Pourquoi on a décidé de faire un document sur la participation des jeunes au changement de pratique et à l'organisation des services? En fait, il y a beaucoup de documentation, d'orientation gouvernementale qui inclut la participation des usagers, des citoyens, comme un principe de gouvernance. Donc, qui contribue à différentes choses, on va en parler plus tard, mais qui devrait être présente dans toute bonne organisation. Et bien sûr, quand le ministère a parlé de développer un nouveau programme, il s'est dit, il a promu que la participation des jeunes soit inclue à chaque étape du déploiement. Donc, on s'est dit, OK, il faut inclure les jeunes dans le déploiement d'Air ouverte. Comment on fait ça? C'est pas si simple que ça. Donc, pour répondre à cette question-là, on s'est mis à chercher, on a dit, bon, il y a différents points de repère en lien avec comment une organisation peut décider d'inclure les jeunes pour changer des pratiques ou réorganiser ses services. On vous propose dans le document différents points de repère, mais essentiellement, on répond aux questions pourquoi c'est important d'assurer la participation des jeunes. Ensuite, quelle forme peut prendre cette participation-là et comment la favoriser, hein, parce qu'elle peut être là et pas très effective, elle peut être là de temps à autre, il y a différentes façons. Donc, c'est ce dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, de ces différents points de repère-là. Donc, pourquoi assurer la participation des jeunes? Il y a deux grandes raisons. Il y a pour assurer un droit, puis il y a pour améliorer l'efficacité des services. On dit pour réaliser un droit car, selon l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, les adolescents ont le droit de participer aux décisions qui affectent leur vie. Hein? Ça va pour n'importe quel citoyen. On part des principes de base aussi de la Charte d'Ottawa. C'est le renforcement des capacités individuelles pour promouvoir, par exemple, la santé de la population. Donc, pour améliorer l'efficacité des services, en fait, on va le voir, c'est qu'il y a des études aussi qui ont prouvé que de faire participer les gens qui reçoivent les services, ça rend les services plus pertinents, plus efficients. Donc, il y a cet avantage-là aussi. Justement, selon les recherches, selon différentes études, c'est quoi les retombées pour les principaux acteurs quand on fait participer des jeunes? Bon, ben pour les jeunes directement, c'est très important, c'est lié à un bien-être émotionnel. En effet, on peut remarquer que les jeunes qui participent socialement, autant leur environnement scolaire que familial, que dans leur communauté, ont une meilleure santé mentale. Ensuite, il y a un sentiment d'appartenance aussi à ta communauté qui peut être créé en prenant part à ce type d'intervention-là. Puis, il y a bien sûr la question de nouvelles compétences, par exemple le développement de l'esprit critique. Au niveau des organisations, les avantages, c'est d'avoir des programmes plus pertinents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut aussi stimuler l'innovation, d'impliquer des citoyens, des jeunes. Et ça fait en sorte que ton organisation a une meilleure acceptabilité sociale, dans le sens où tu crées une relation de confiance avec des citoyens, ça modifie l'image que les citoyens ont de ton organisation. Ensuite, pour les intervenants et les gestionnaires de ces organisations-là, il y a aussi des avantages, des retombées, une plus grande motivation au travail, des nouvelles stratégies d'interaction avec les citoyens et la consolidation et la reconnaissance de leur rôle quant à la défense des droits des usagers. Ça, c'est pas quelque chose qu'on mentionne souvent, mais quand on parle à des intervenants ou des gestionnaires, souvent dans leur motivation à travailler, faire une différence, c'est important. Donc, on pense que c'est important aussi de le mentionner, qu'ils participent au changement beaucoup, là, les professionnels puis les gestionnaires qui accompagnent les processus de participation des jeunes.
Et il y a bien sûr des retombées pour la communauté, la promotion de la justice sociale et un plus grand engagement civique dans le sens où les jeunes qui participent à ce genre d'initiative-là souvent maintiennent une participation plus élevée dans le temps au niveau de leur communauté. Avez-vous des questions par rapport à ça? Ça va bien jusqu'à maintenant? Je parle pas trop vite? Non? Ok, c'est bon. J'ai beaucoup d'informations, fait que ça se peut que des fois, j'aille assez vite. Donc, quelles sont les formes que peut prendre la participation des jeunes? Il y a différents exemples. Je m'excuse, il y a un petit S qui a changé de place. Donc, il y a différents exemples. Par exemple, on peut faire des rencontres de consultation, inviter des jeunes, leur poser une question sur un sujet spécifique. Il peut y avoir des rencontres d'information aussi, qui est une forme de participation, de dire on va vous transmettre de l'information pour qu'après ça, vous puissiez prendre des décisions plus éclairées par rapport au service, par exemple. Et il y a des comités de jeunes, c'est ce qui a été choisi dans le cadre de Air ouverte. Puis il y a aussi des partenariats avec les jeunes. Une forme de partenariat qu'on entend beaucoup parler, c'est le patient partenaire, par exemple. Donc, il y aurait différentes formes. Qu'est-ce qui influence ces différentes formes-là? C'est un choix, en fait, de l'organisation et des jeunes, mais il y a les niveaux d'engagement et il y a le contexte. Je vais vous parler des deux. Donc, quels sont les différents niveaux d'engagement? Le niveau d'engagement, il se modifie selon le pouvoir décisionnel que les jeunes vont avoir dans l'exercice de participation. Donc, le niveau de pouvoir décisionnel le plus bas, c'est l'information. Ensuite, ça serait la consultation. Ensuite, ça serait la collaboration où les jeunes auraient un pouvoir d'influence, mais ne participeraient pas nécessairement à la décision. Et il y a le partenariat où les jeunes font vraiment partie de la décision puis ont vraiment un réel impact au niveau des changements qu'ils vont avoir. Ensuite, qu'est-ce qui influence aussi les formes? Il y a les contextes. Est-ce qu'on veut que les jeunes participent au changement d'offres de services de soins directs? Est-ce qu'on veut que les jeunes participent à l'organisation des services, choisir par exemple les heures de prestation des services ou les lieux de prestation des services? Est-ce qu'on veut que les jeunes élaborent des politiques de santé, par exemple justement sur la participation des jeunes? Ça pourrait être intéressant. Et l'enseignement, les jeunes pourraient participer par exemple à des formations pour les intervenants qui vont intervenir auprès des jeunes, de dire ben non, quand tu dis ça, ça va être mal reçu chez les jeunes. Et à la recherche, bien sûr, de dire ben on évalue un programme, qu'est-ce qu'il faudrait évaluer par exemple. Ça, c'est des exemples concrets de dans quel type d'activité les jeunes peuvent agir ou participer. Donc, ils peuvent participer à l'administration, à la sélection du personnel, des réunions du conseil d'administration, ça c'était déjà vu aussi, des activités de l'organisation, comme bon, les politiques, on en a parlé, la formation du personnel, l'information. Ils pourraient faire connaître les services aussi, par exemple, d'Air ouverte. On pourrait se servir d'eux comme porte-parole. Après ça, la structuration des services, ça c'est assez, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment au niveau de l'organisation de la planification. La prestation des services, on pense à des pères aidants par exemple, et l'évaluation, encore une fois, ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt. Ça donne des idées. Donc, comment on favorise la participation des jeunes? Comment on arrive à faire en sorte que les jeunes soient là, prennent part aux décisions au degré qu'on a choisi? Il y a vraiment différents éléments liés avec ça. C'est pas exhaustif, mais on sait que le recrutement, c'est super important. En fait, c'est pas mal le nerf de la guerre. Ensuite, choisir les jeunes aussi, il faut faire attention à ça. Les modalités de rencontre, il faut que ça soit adapté. Le soutien qui est offert aux jeunes, on ne peut pas non plus penser que les jeunes ils vont venir, ils vont parler d'enjeux sans leur donner de soutien par rapport à ça. Je vais vous en parler plus en détail tantôt. Il y a un soutien aussi à offrir aux professionnels qui travaillent avec ces jeunes-là. Comment ils peuvent, eux, favoriser la participation des jeunes, être eux aussi des acteurs de changement dans leur organisation. Il y a bien sûr l'engagement de l'organisation qui est très, très important. La gestion des attentes, des rôles et des responsabilités, ça, c'est en lien avec un enjeu qui ressort souvent. C'est pas toujours clair. Qu'est-ce qu'on attend des jeunes? Quel est leur rôle? Le climat des échanges, c'est très important aussi pour les jeunes de sentir que ça soit ludique, que ça soit agréable, ces activités-là. Et comment on fait pour maintenir l'intérêt des jeunes? Là, parce qu'on va les avoir une fois, 2 fois, mais est-ce qu'ils vont rester? Ça aussi, c'est super important. Est-ce que parmi ces sujets-là, il y en a qui vous intéressent plus que d'autres? Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Il me reste 10 minutes. Puis je pourrais passer vite sur chacun, mais on pourrait aussi décider d'aller plus en profondeur dans certains sujets. OK. Oui. La partie du recrutement puis des modalités de rencontre, c'est ce qui m'intéresserait le plus. OK. La même chose? Bon, parfait. OK. Donc, oups,
ça fonctionne. Excusez-moi, c'est parce que j'ai été parler avec nos amis du virtuel pour savoir s'il y avait des y avait-tu des préférences. préférences? Ben, je vais voir, ils vont nous l'écrire pendant que je présente celle-là. OK, comment recruter les jeunes? En fait, il y a différentes expériences, puis vous verrez dans le document, si vous le consultez, on parle des expériences qui ont déjà vécues en lien avec ça. Headspace a des expériences de recrutement, Access, Esprit ouvert a des expériences de recrutement. Donc, on peut s'inspirer de ça parce que, en fait, eux ont fait des essais et erreurs. Ce qu'on remarque justement dans leurs expériences, c'est que la flexibilité, c'est super important. On peut déterminer une structure de recrutement, mais souvent, finalement, la structure, il faut la modifier en fonction des jeunes qu'on a en face de nous, puis de voir en fonction finalement des réels investissements qui est demandé à ces jeunes-là. Donc, la grande flexibilité, c'est super important dans le recrutement. Après ça, ce qui est important aussi, c'est de démontrer la légitimité de l'organisation. Ça, c'est en lien avec le fait qu'un peu comme n'importe qui, bien, quand on s'implique dans un projet, on veut faire confiance à la personne avec qui on s'implique. Donc, on veut faire partie d'un processus ou d'un projet qui est cohérent, avec des personnes dont les gestes suivent les paroles, puis une organisation qu'on connaît aussi, hein, ça l'aide. Fait que souvent, on va demander aux organisations de parler un peu d'eux, de leur vision, de leurs valeurs, de ce qu'ils font déjà avec les jeunes, pour prouver qu'ils sont dignes de confiance au niveau de l'implication. Ensuite, être transparent et assurer la circulation de l'information. C'est super important aussi que l'organisation qui recrute des jeunes soit transparent au niveau de c'est quoi ses attentes par rapport aux jeunes, comment elle va les dédommager pour le transport, par exemple, puis comment elle va leur donner des nouvelles. Tu sais, ça va être quoi les suivis réguliers, par exemple. Ça, c'est très important. Expliquer les compétences qui sont acquises. C'est sûr que, puis on en parlait tantôt avec Manon, une relation win-win, c'est ce qui va attirer le plus les jeunes. Il faut que les jeunes aient un gain dans leur participation. Il ne faut pas seulement qu'ils sentent qu'eux, ils donnent à l'organisation. Il faut que l'organisation leur redonne. Donc, comment l'organisation va leur redonner? Est-ce qu'elle peut leur donner des formations au niveau des habiletés de communication? Est-ce qu'elle peut les inviter à des conférences qui sont payantes habituellement? Est-ce qu'elle peut leur montrer comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir les services? Il faut que les jeunes ils puissent développer des compétences puis avoir un gain en lien avec leur exercice de participation. J'ai parlé des mesures de reconnaissance, on va pouvoir en parler plus en détail tout à l'heure si on a le temps, mais en fait, le dédommagement c'est important, mais il y a des organismes aussi qui promouvoient la rémunération. Donc les jeunes, c'est sûr que cette rémunération-là doit être adaptée au rôle du jeune, parce qu'il peut y avoir certains effets pervers à donner des gros montants ou des grosses mesures de reconnaissance, mais c'est essentiel qu'il y ait des mesures de reconnaissance face à la participation. Et ensuite, ben, quand on recrute, on peut utiliser différents moyens, puis si on veut avoir un comité de jeunes qui est le plus représentatif possible, ben, on peut utiliser des moyens qui sont spécifiques pour rejoindre des populations qui sont plus vulnérables, qui sont plus difficiles à rejoindre, mais dont on veut entendre les besoins, les préoccupations. Donc, on peut utiliser des pairs leaders, des organismes communautaires, des intervenants qui, eux, ont déjà des liens avec ces jeunes-là, puis qui peuvent les accompagner, par exemple, dans l'exercice de participation dans les débuts, le temps qu'il y ait une relation de confiance qui soit établie avec la personne qui organise cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça semble simple, mais c'est pas simple. On le sait. On le sait. Oui. Madame, on a recruté un jeune, il est très motivé, mais comment on fait aussi pour sensibiliser les professionnels qui vont travailler avec? Bien, effectivement, c'est une bonne question. Puis le soutien aux professionnels est très important dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on est habitué nécessairement comme professionnel de soutenir quelqu'un dans ce type d'exercice de participation-là. Puis l'Université de Montréal a développé des formations ou en tout cas une expertise pour justement former les professionnels qui accompagnent des exercices de participation. Donc, on va encourager le professionnel à aller se former. Puis aussi tout ce qui est travail en réseau, tout travail en partenariat, parce que finalement, on vise vraiment une reconnaissance des savoirs du jeune. Puis les intervenants ne sont pas toujours dans une position d'égal à égal avec les personnes auxquelles ils viennent en aide. Puis là, c'est vraiment ça qu'on recherche dans l'exercice de participation. Donc, il y a un soutien du coaching, il y a du mentorat. Pour ces professionnels-là, c'est super important. Comment choisir les membres d'un comité de jeunes? Ça, on est vraiment dans si on peut choisir. Parce que le nombre de personnes qui va soumettre sa candidature ou le nombre de jeunes qui va se démontrer intéressés, ça peut être beaucoup, ça peut pas être beaucoup. Ils devraient tous pouvoir participer s'ils le désirent.
Puis après ça, on va voir c'est qui maintient aussi sa motivation là-dedans. Mais dans le monde idéal, on tendrait à choisir des jeunes qui ont des intérêts en commun pour qu'ils puissent avoir un lien qui se crée entre ces jeunes-là. Un haut niveau de motivation, en tout cas au départ, le plus possible. Être âgé de 16 à 25 ans pour contourner certaines préoccupations en lien avec, c'est sur l'autorisation parentale et tout ça. Vivant près du lieu de service, comme ça, ils sont connectés à la communauté dans laquelle les services sont offerts. Présentant une certaine diversité, hein, on ne va pas faire par exprès pour choisir toutes des jeunes qui ont 16 ans, qui viennent de la même école secondaire, qui ont la même origine ethnique. Ayant des bonnes habiletés de communication, ça, on peut former les jeunes à développer leurs habiletés de communication, mais à la base, si on peut choisir des jeunes qui sont déjà capables d'entrer en contact facilement avec d'autres jeunes, ou en tout cas avec des adultes, ça facilite le travail, et des bonnes habiletés relationnelles, ça aussi, on peut soutenir les jeunes là-dedans, mais ça peut, des jeunes qui sont déjà très portés vers les autres, ça l'aide dans ce genre d'exercice-là. Avez-vous des questions par rapport à ça? Oui. Mais dans le fond, c'est quoi qu'ils doivent faire pour postuler, pour qu'on puisse les choisir? Qu'est-ce qu'ils envoient comme candidature? Bien, ça, c'est vraiment à l'organisation de le structurer. Okay. Par exemple, si j'avais bien compris, là, dans Access, les jeunes devaient remplir un formulaire où les attentes avaient été mentionnées, tout ça. Puis là, ils devaient remplir un formulaire, l'envoyer. Mais je mets vraiment un bémol, là, c'est ce que je me souviens. Puis, Lourdes, si tu me corrigeras là, si je me trompe, l'envoyer à l'organisation. Après ça, faire une entrevue de sélection. Donc, c'était un processus qui était assez lourd, qui avait finalement un peu restreint l'accès au comité de jeunes. Donc, ça pourrait être vraiment plus simple que ça. Ça pourrait être de faire des affiches où on dit « appelle-nous si tu as des questions, si tu veux participer », puis que les jeunes puissent parler directement à la personne qui est responsable de ce comité-là, puis qui mentionne leur intérêt, une espèce d'entrevue informelle au téléphone, puis qu'après ça, si les jeunes, ça leur convient, bien, ils puissent aller rencontrer la personne en face à face ou rencontrer d'autres jeunes intéressés. Mais c'est vraiment à construire selon les besoins. Si c'est juste une consultation, ça pourrait être de juste envoyer... ça dépend aussi si c'est un comité ou une consultation, ça dépend du niveau de participation que tu recherches. Mais quand c'est une consultation, ça pourrait être de dire à différents organismes communautaires, on cherche à consulter des jeunes sur un sujet. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés à venir nous parler de ce sujet-là? Donc, il y a différentes méthodes quand même qu'on peut utiliser. Oui, peut-être juste ajouter que l'expérience des Access, par exemple, si on va dans les expériences canadiennes, montréalaises aussi, qui inspirent ouvertes, ils ont commencé en faisant le processus de recrutement qui était quand même assez sélectif. Ils demandaient aux jeunes de présenter comme la lettre de motivation, un peu comme ça. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et ils ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, dans lequel il y a un agent, une personne qui est mandatée par le projet pour recevoir et contacter les jeunes et faire des activités de recrutement. Et donc, c'est beaucoup plus ouvert. Je dirais que la perspective, même si elle est en construction actuellement, est ouverte, la manière comment se conseillent les jeunes. Il y a un souhait, il y a une orientation forte de participation importante qui a voulu être mise en place au départ, où on consultait même par rapport aux horaires de Rouverte, par rapport au logo de Rouverte, à la décoration, à la façon de mettre en place les choses. Je pense que la question de l'horaire est très importante, c'était une contribution très importante. Mais je dirais qu'on n'est pas dans un processus qui se veut très sélectif des jeunes au départ, mais qui se veut très inclusif. Et donc, on mettrait davantage l'accent sur quelle est la formation, comment est-ce qu'on peut soutenir la participation des jeunes et d'une diversité des jeunes qui représente et reflète la diversité des jeunes qu'on veut aller rejoindre, et comment est-ce qu'on peut soutenir l'organisation pour réussir à que ça soit une instance qui va rester, qui va être durable, qui va avoir une influence sur l'évolution du projet. Donc, on est dans la réflexion sur comment cela pourrait éventuellement se structurer à l'intérieur des CIUS qui sont les responsables finalement de mettre en place et de développer les aires ouvertes. Non, c'est super intéressant parce qu'on est en développement en ce moment, puis je trouve que Access, c'est très bien adapté, là, a montré une grande flexibilité justement, puis c'est ça qu'on vise. On vise à, OK, on a une idée, on pense qu'on pourrait recruter les jeunes de cette façon-là,
mais non, finalement, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on espérait. On va leur demander peut-être comment ils veulent être recrutés, comment c'est quoi, puis ils modifient. Fait que la flexibilité est vraiment centrale. Par la suite, comment mettre en place un comité de jeunes? Ça va un peu de soi, c'est comme n'importe quel comité, mais on le fait avec les jeunes. C'est encore plus important de le faire avec eux pour que ça soit adapté à eux. Donc, c'est quoi qu'ils veulent comme fréquence? C'est quoi qu'ils veulent comme durée? Ils veulent-tu le faire en personne ou ils veulent le faire en visioconférence? Ça pourrait être ça. Ils veulent-tu le faire justement dans un café ou ils veulent le faire dans un CLSC ou ils veulent le faire dans la maison des jeunes? Où ils veulent le faire, c'est important. L'organisation des rencontres, est-ce qu'ils veulent que ça soit eux qui animent? Est-ce qu'ils veulent que ça soit l'organisateur qui anime? Il peut y avoir toutes sortes de choses. Quelle heure du jour ils veulent faire? Ils veulent-tu commencer par un comment ça va? Ils veulent-tu finir par une évaluation? Il faut vraiment établir ça avec eux. Puis, c'est super important la communication entre les rencontres, d'alimenter justement les jeunes sur qu'est-ce qui se passe entre les rencontres, comment ils peuvent se préparer, qu'est-ce qu'ils ont à faire d'ici la prochaine rencontre. Ça, il y avait la littérature soulevait ça. Quel soutien offrir aux jeunes? Ça, c'est super important. L'audace l'a mentionné. C'est vraiment, il y a différentes façons, en fait, de soutenir les jeunes. Merci. L'accompagnement par des intervenants qui respectent différents principes. En fait, vous l'avez soulevé tout à l'heure, ces intervenants-là ne sont pas nécessairement habitués à soutenir les jeunes dans un exercice de participation. Donc, il y a un savoir-être qui doit être là aussi, il y a un savoir-faire, mais tu sais, à la base, la littérature, ce qu'elle disait, c'est que, une très grande honnêteté face aux limites de la participation, c'est super important de dire, oui, je vous consulte, on va parler de tel sujet, mais sachez que moi et vous, on a cette capacité-là d'influencer les décisions, d'établir des liens aussi avec les jeunes, là, que ça ne soit pas juste utilisateur d'informations, le lien que l'intervenant crée avec les jeunes. Donc, dans le document, on donne plus d'informations. C'est quand même un point important, là, ce savoir-être-là que les intervenants doivent avoir. La communication, la formation, j'en ai déjà un peu parlé. La communication, c'est comme de dire, est-ce que vous voulez qu'on s'écrive par message texte? D'être aussi innovant dans la façon de rejoindre les jeunes. Voulez-vous un rappel de la rencontre par message texte une journée avant? Est-ce que les formations que vous voulez, c'est des formations en personne? Aimez-vous mieux des formations en ligne? Puis les formations qui peuvent être offertes, là, j'ai pas donné d'exemple, mais ça pourrait être des formations sur la santé mentale, ça pourrait être des formations sur l'analyse de politique publique, dépendamment de l'objectif. Puis je pense que c'est bien aussi de demander aux jeunes quelle formation leur serait utile. Dédommagement et rémunération, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est sûr que le classique de la nourriture, si vous faites ça sur l'heure du souper ou sur l'heure du dîner, c'est un incitatif. Les transports, mais il y a des enjeux là, actuellement en lien avec la rémunération dans le réseau de la santé et des services sociaux par rapport à ce type de participants-là à nos organisations. On espère qu'il va être résolu dans les plus brefs délais. Là, actuellement, c'est un petit peu plus compliqué de leur donner un dédommagement à l'heure, par exemple, comme on donnerait aux professionnels qui est autour de la table pour se positionner sur le même genre d'enjeu. Comment soutenir les professionnels et favoriser l'engagement de l'organisation? Formation modalité de partenariat, comme je vous disais tout à l'heure, des activités de développement continu, un peu comme n'importe quel professionnel aussi qui développe une expertise. L'engagement de l'organisation, c'est super important. C'est un changement de pratique qui est assez majeur d'impliquer des citoyens dans des décisions. Donc, vraiment, de formuler des objectifs clairs à la participation, on en a déjà parlé, c'est important de dire justement jusqu'où ils vont pouvoir influencer les décisions, puis de mobiliser les ressources humaines et matériel en fonction des objectifs. Par exemple, si on veut un comité de jeunes, il faudrait libérer l'intervenant pour qu'il y ait du temps pour s'occuper de ces jeunes-là. Il ne faut pas que ça soit en plus de toute sa charge de travail. Il faut du temps pour faire ça. Là. Donc, ça, c'est un élément important aussi de démonstration de l'engagement de l'organisation. As-tu un commentaire à dire, Manon? Non, c'est après. Il me restait 5 minutes. Comment gérer les attentes, les rôles, les responsabilités de chacun? En fait, c'est pour éviter les conflits par rapport à ça. Donc, préciser le degré d'influence, j'en ai déjà parlé, là, je me répète un petit peu. La communication, c'est super important, les échéanciers, les objectifs. Donc, ensuite, un climat favorable. L'ambiance et l'aménagement des lieux semblent très importants pour les jeunes. Il faut qu'ils puissent se sentir à l'aise, confortable, que ce soit un accueil qui est amical,
c'est très important. Le climat doit être respectueux et valorisant pour eux aussi. On doit les reconnaître dans leur savoir, dans la façon d'animer les rencontres, dans la façon de partager aussi avec eux. Je pense que c'est super important qu'ils se sentent valorisés, dans le sens où, justement, tantôt je parlais de la relation d'égal à égal. Les jeunes sont des acteurs de changement aujourd'hui. C'est pas des futurs acteurs de changement. En ce moment, ils font des changements. On pense pas que c'est des leaders de demain, c'est des leaders aujourd'hui. On les prend comme ça. Comment maintenir l'intérêt des jeunes? Là, ça, c'est une grande question. J'aimerais ça qu'on puisse le documenter dans le déploiement d'Air ouverte. C'est sûr que ce qui ressort le plus, là, c'est qu'il faut que leur participation, ça soit significatif pour eux, que ça soit en lien avec leurs intérêts personnels, que ça vienne les chercher personnellement, qu'il n'y ait pas juste l'impression que c'est un don pour faire plaisir à quelqu'un, qui est un intervenant, avec qui ils ont un lien. Il faut qu'ils y voient une signification pour eux. Il faut que ça corresponde à leurs intérêts personnels, j'en ai parlé. Il y a une façon aussi de les motiver, c'est d'évaluer régulièrement avec eux. Est-ce que ça leur convient, les rencontres? Est-ce que l'animateur, ça leur convient sa façon d'animer? Est-ce que les mesures de dédommagement, c'est vraiment suffisant pour eux? Donc, d'évaluer régulièrement leur confort, puis d'adapter les activités après ça. Parce que si on évalue et qu'on ne fait rien, ça envoie un drôle de message. Donc, si on leur demande leur avis, il faut s'assurer qu'on puisse faire des changements aussi par rapport aux modalités de rencontre ou au dédommagement. C'est ça. Donc, merci, bravo. Ça me fait plaisir. On va donner la parole à Manon, puis après ça, on va ouvrir sur la salle. Il y a déjà du monde en virtuel qui ont plein de questions. Wow! Super! En fait, Camille m'enlève les mots de la bouche pour plusieurs éléments que j'avais préparés. Donc, je vais juste dire quand même, spécifier aux gens que je suis organisatrice communautaire associée au projet Air ouverte depuis janvier. En fait, j'ai fait des in and out parce qu'on a changé de personne en lien avec l'équipe. Donc, je ne sais pas les débuts, tous les détails de comment le comité jeune a été mis en place à Air ouverte. Je sais que mon collègue Steve a fait une bonne job. Mais on est justement dans un tournant un peu là, en ce moment, après 6 mois effectifs du projet, à revoir comment on va maintenir cette collaboration-là avec les jeunes. C'est sûr qu'on a des pistes, mais on ne s'est pas encore assis ensemble pour faire un peu ce que j'ai envie de faire maintenant par la présentation de Camille. Dans le fond, il faut toujours se rappeler que c'est particulier, effectivement, comme projet dans le réseau de la santé. Normalement, on est dans une logique où on a des experts qui nous disent qu'est-ce qu'on va faire pour la population. Là, on est dans un contexte où on veut être avec les jeunes et non pas pour les jeunes. Ce qui est tout à fait dans la talle de l'organisation communautaire qui fait ça depuis le début. De s'associer aux jeunes pour déterminer c'est quoi leurs besoins et comment ils pensent qu'on devrait y répondre. Et le projet Air ouverte est donc dans ce réel apprentissage-là de vraiment faire de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est ça, c'est partir de ce que les gens, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, là, peu importe, c'est de faire avec eux, déterminer avec eux c'est quoi leurs besoins, comment on ferait pour y répondre. Puis, au fur et à mesure, continuer ce bilan-là. Donc, les réinterpeller constamment sur on a fait ça, on va là, vous êtes toujours d'accord avec ça. Donc, constamment être en continu bilan pour s'assurer qu'on est toujours. Et pas penser que parce que les jeunes ont dit que c'était ça l'horaire, que ça va être l'horaire du projet pour le restant de nos jours. La question des réseaux sociaux que tu soulignais est un enjeu dans le réseau, puisqu'on n'a pas encore toutes les portes, mais les jeunes, eux autres, ils ont toutes. Fait que si on veut être avec eux autres, il va falloir à un moment donné ouvrir cette porte-là des réseaux sociaux si on veut les maintenir avec nous. Parce que un des effets pervers, c'est que les jeunes, comme ils sont sur les réseaux sociaux et qu'on n'y est pas vraiment encore, on ne peut pas maintenir le lien avec eux. Et eux sont habitués d'être constamment en lien pour se sentir un sentiment d'appartenance maintenant. C'est par les réseaux sociaux. Ils font partie d'un groupe ils sont sur le hashtag quelque chose ensemble. Et il faut s'adapter à cette réalité-là pour les jeunes. Mais au-delà du réseau social, il faut aussi les amener à être ensemble réellement.
Parce que c'est beau être sur le réseau social, mais il faut aussi maintenir ce lien-là. Puis là-dessus, comment on fait pour qu'ils soient ensemble? On est comme, à mon avis, rendu probablement à l'étape où on veut faire d'eux nos pères aidants. Et on n'a pas encore réfléchi à la façon, en tout cas de ce que j'en sais du projet Air ouverte. La place, entre autres aussi du projet d'avoir un membre dans l'équipe du personnel. Il y a des choses comme ça qui ont été pensées dans le projet qui ne sont pas encore actifs et qui pourraient sûrement changer la donne de l'implication des jeunes. Parce que, dans le fond, dans les notions de pouvoir, là, je te dirais qu'on est rendu à la deuxième étape. Après consultation, on est rendu à l'étape collaboration et partenaire. Après 6 mois de fonctionnement à Air ouverte. C'est un peu normal, je pense. Mais on est vraiment rendu dans ces étapes-là. Puis la grosse question que je terminerai là-dessus, c'est comment on arrive à avoir le jeune parfait que tu décris, c'est-à-dire le bon jeune à la bonne place, disponible et intéressé, motivé. C'est pas simple et les jeunes me le disent parce que j'ai justement rencontré des jeunes, des conseils d'élèves des écoles secondaires dans le quartier, puis ils nous disaient, nous, si tu veux nous avoir à long terme, au point de départ, ça va être non. C'est clairement non. Si tu veux m'avoir, tu me donnes un mandat X, j'embarque dans ce mandat-là. Puis quand ça c'est fini, j'en aurai un autre, mais avoir quelque chose à long terme, ça les démotive en partant. Donc, il va falloir repenser la façon qu'on les interpelle dans cet esprit-là. Puis, j'avais préparé plein d'affaires, mais tu avais déjà répondu dans ta présentation à plein d'égards. Donc, en fait, le message que je porterais par rapport à n'importe quel projet, c'est que si on consulte ces gens-là, puis tu l'as un peu dit, c'est qu'il faut tenir nos promesses, puis il faut être honnête. C'est oui, on est capable ou non, on n'est pas capable. Oui, on aimerait, mais on ne peut pas pour l'instant, mais que ça soit ouvert et transparent. Ça, c'est la prémisse de base avec les jeunes, puis ils sentent quand c'est pas vrai. Super. Ben, merci beaucoup à vous deux.